Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur, de la télévision nationale. Les événements se suivent mais ne se ressemblent pas. En cette période de Covid-19, l'enjeu est de taille. Des personnes de bonne volonté ont retroussé des manches pour sauver des vies. Le 14 novembre 2020, consacré à la journée mondiale du diabète, en est une illustration. Cependant, la prise en charge des maladies non transmissibles, encore appelées MNT, notamment le diabète, est d'autant cher que le soutien, l'appui des partenaires financiers serait salutaire. Qu'est-ce qui a été fait le 14 novembre dernier jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les partenaires ou les personnes de bonne volonté qui ont rehaussé de leur présence à cette date? Pour répondre donc à ces questions, nous recevons des spécialistes, mais avant, je vous dirais, cher public, que je ne serai pas seule sur ce plateau comme animatrice. Je suis coachée par l'une des animatrices chevronnées de la télévision nationale. Elle n'est plus à présenter, mais c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec elle. Il s'agit tout simplement de Hadja Mariam Baldé, l'animatrice de cette autre émission de santé, Santé pour tous de la télévision nationale. Pour vous prendre en haleine pendant 55 minutes, je serai avec elle, évidemment, pour décrypter le thème de ce dimanche. N'est-ce pas, Hadja Mariam Baldé? Merci, Marie Sidibé, de m'avoir invitée pour co-animer l'émission Dites-moi tout, docteur. C'est tout un honneur pour moi. Et de me permettre de tutoyer peut-être ce plateau que je n'ai pas vu il y a très longtemps. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos invités. Merci. Nous avons le professeur Nabi Moussa Baldé, il est spécialiste en diabétologie. Il est chef de service de diabéto de l'hôpital national d'Onka. Il est président de la fondation Diabète MNT. S'il y a d'autres casquettes, je peux les ajouter, professeur. Tout à l'heure, je vais les ajouter. Ce ne sera pas nécessaire, Madame Baldé. Nous avons Madame Buntourabi Traoré. Elle est infirmière, spécialiste aussi en matière de diabèto. C'est l'une des premières infirmières, justement, à se spécialiser dans ce domaine-là. Merci. Merci. Je suis heureuse que vous soyez sur ce plateau. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Et alors, pour planter ce décor, je ferai rapidement un petit aperçu des soins de santé primaires. Au sortir de Alma-Ata 1978, qui avait réuni tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, les maladies non transmissibles n'étaient pas un frein à l'atteinte de la santé pour tous. Par contre, 40 ans après, au sortir d'Astana 2019, il a été remarqué que les maladies non transmissibles sont devenues un réel problème de santé publique. Donc, je voudrais que le professeur Nabi nous dise pourquoi cette prolifération de ces maladies non transmissibles, notamment le diabète, parce que c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Question difficile et qui préoccupe tous les pays. Bonjour à toutes. Merci de nous avoir invités à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Et c'est avec un grand plaisir que je suis venu aujourd'hui à ce plateau en compagnie de Mme Buntourabi Traoré, la surveillante du service de diabétologie de Côte-d'Onkal, le service mère à partir duquel toutes les autres unités de diabétologie ont essaimé à travers le pays. Le diabète, effectivement, comme vous avez dit, et les maladies non transmissibles en général, comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les AVC, les affections respiratoires chroniques, sont des maladies qui progressent. À l'échelle mondiale, on considère aujourd'hui que 60% de la mortalité globale est due aux maladies non transmissibles. Donc vous voyez qu'à l'échelle globale, ces maladies-là tuent beaucoup plus que les maladies infectieuses. Et en termes de nombre, quand vous regardez le nombre de personnes diabétiques, par exemple, à l'échelle globale, ce nombre est plus important que le total de personnes qui ont la tuberculose, le VIH et le paludisme réunis. Donc vous voyez effectivement qu'en termes de quantité de personnes concernées, en termes de nombre de personnes, de nombre de malades et de décès que causent ces maladies,
les maladies non transmissibles, dont le diabète, sont très loin devant. Comme le disait à l'entame de l'émission Madame Sissoko, malheureusement, il y a un déséquilibre majeur en termes d'allocation de ressources entre ces maladies qui sont les principales tueuses aujourd'hui et les maladies infectieuses sur lesquelles l'essentiel des financements, des ressources, y compris ressources humaines, porte aujourd'hui. Et c'est tout le sens de cette journée mondiale du diabète dans laquelle la Fédération internationale du diabète dont nous participons a décidé de dire diabète, le personnel infirmier s'engage pour montrer que les ressources humaines en santé, et notamment les ressources humaines consacrées au diabète, c'est une pierre angulaire dans cette lutte contre le diabète. Merci, professeur. Maintenant, pourquoi est-ce que ça augmente? Ça augmente pour des tas de raisons sur lesquelles nous reviendrons sans doute au cours de l'émission. Tout à l'heure. Vous pouvez nous rappeler d'une manière succincte les axes de la journée mondiale du diabète cette année? Alors, la journée mondiale, c'est la principale journée de sensibilisation et de plaidoyer sur le diabète à travers le monde. Cette année, nous avons célébré cette journée avec un cachet particulier, comme le disait Madame Sissoko, c'est qu'on a eu un partenaire, Ecobank, qui s'est associé au Programme national de lutte contre le diabète et qui est venu renforcer des activités qui étaient des activités planifiées. Quelles ont été ces activités? C'est d'abord et en premier lieu, on va dire, les déclarations politiques qui ont une portée importante et qui nous fixent le cadre dans lequel nous intervenons. Nous avons eu la déclaration de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, la déclaration du représentant de l'OMS, et nous avons organisé avec nos partenaires du dépistage à travers tout le pays. Nous avons notamment réalisé 10 sites de dépistage hors de Conakry, dans les villes dans lesquelles nous avons été en partenariat avec Ecobank, pour voir au total près de 1000 et quelques personnes qui ont été dépistées, non seulement sur le diabète, mais avec le diabète, nous avons regardé l'hypertension et le score de risque cardiovasculaire. Il y a eu des activités de sensibilisation, de mobilisation sociale, qui ont porté notamment sur la conception de messages simples et pratiques pour permettre au plus grand nombre de Guinéens de comprendre les principaux messages que nous avons à passer sur le diabète. Et peut-être que au cours de cette émission, nous pourrons voir une partie de ces messages qui ont été conçus. Il y a eu du renforcement de capacités également, et notamment du soutien financier apporté par Ecobank à la fondation que j'ai l'honneur de diriger. Donc voilà un peu rapidement ramassé un certain nombre de choses qui ont été faites cette année. Merci, professeur. Je vais me tourner rapidement vers Mme Buntourabi Traoré. Vous savez, les infirmiers et infirmières sont les chevilles ouvrières de nos structures de santé. Yeah. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est vraiment avec beaucoup de bonheur qu'on reçoit une infirmière ici. Sur ce plateau. Alors, la prise en charge des maladies du diabète chronique, disons des maladies chroniques, notamment le diabète, a marqué l'attention des autorités. Pourquoi ce choix? Ok, merci beaucoup de m'avoir invité à cette invitation aujourd'hui. La prise en charge dans notre structure, par exemple à Donka, on a des infirmiers, on a 2 équipes. À partir de la consultation, des urgences, une fois que les gens arrivent dans le service, on les accueille, aussitôt on les installe. Dans ce cadre-là, ceux qui apportent les soins, on contribue pour les soins. Et pendant l'hospitalisation, le séjour d'hospitalisation, on programme des éducations. Et dans ces éducations, on a des évaluations. Il faudra évaluer les malades sur leur connaissance par rapport à la maladie. Dans ce cadre d'éducation, il y a des thèmes qu'on développe. Bien entendu, on ne peut pas éduquer un patient pendant le séjour pour tout le long. Et l'éducation, ça sera des séries de séances qu'on va faire avec le malade, auxquelles il y a des paramètres. L'injection d'insuline pour une première découverte. Il y a la technique d'injection qu'on doit l'apprendre, le régime qu'on doit expliquer, parce que c'est une maladie chronique qui est là. Il doit tout le temps prendre son insuline ou son ADO, antidiabétique oraux. On doit l'expliquer les manifestations du diabète quand le diabète est trop élevé. On doit l'expliquer aussi quand son diabète est
trop descendu. On doit l'expliquer dans ce cadre-là aussi. Et puis, d'autres problèmes, on doit l'expliquer aussi. Comment il doit s'occuper par rapport à son pied, l'hygiène du pied. Vous avez vu, dans ce cadre-là, on a des panels d'éducation. Le score de risque, par exemple, pendant le séjour, on va l'expliquer pour ceux qui sont tabagiques. Et là aussi, il y a les complications du diabète, on explique. Et tout ça, c'est des séries d'éducation qu'on fait. Parce que l'éducation, ce n'est pas en une fois qu'on peut éduquer un malade. Et chaque malade a besoin, en fonction de ses capacités, ses connaissances, pour être éduqué. Très bien. Professeur, moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Madame Baldé l'a dit tout à l'heure, les autorités ont mis l'accent, cette fois-ci, sur le rôle des infirmiers. Comme le thème le dit d'ailleurs, le personnel infirmier marque la différence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous pouvez nous dire pourquoi ce choix porté sur les infirmiers de façon générale? Oui, Madame Traoré a abordé la question. Si vous prenez l'exemple de la Guinée, nous avons été capables de décentraliser l'offre de soins du diabète de Conakry vers l'intérieur du pays parce que nous avons eu des infirmières spécialisées comme Madame Traoré qui ont été capables de tenir des unités de diabétologie. Ce qu'il faut voir, c'est que de manière générale, les infirmières, c'est le personnel de santé qui dispose de plus de temps, qui accorde le plus d'attention au malade, qui est au chevet du malade, qui écoute ses préoccupations, qui identifie ses besoins spécifiques et qui essaye d'y répondre et d'alerter le médecin éventuellement quand il y a des choses qui n'ont pas été faites. Le diabète a pour caractéristique d'être une maladie chronique, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une maladie avec laquelle il faut apprendre à vivre tout le temps. Et donc, l'idée générale est qu'il faut transférer les compétences du personnel soignant vers le patient. Parce que le patient devient un peu son propre médecin. Comme le disait Madame Traoré, quand les personnes ont besoin de piqûres d'insuline, on leur apprend à gérer ces piqûres d'insuline dès l'hôpital. Donc, on les rend autonomes. On apprend aux patients à identifier les aliments les plus propices à maintenir leur santé. On leur apprend effectivement les variations de la glycémie. Quand la glycémie monte beaucoup, quelles manifestations cela donne? Quels sont les signes d'alerte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la glycémie baisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, elles ont un rôle fondamental dans la prévention des complications de la maladie. C'est ce qu'elle expliquait. On identifie auprès des patients ceux qui ont des scores élevés de risque de survenue d'une plaie, par exemple au niveau du pied, dont on sait que ça peut conduire à une gangrène, parfois à l'amputation, parfois même au décès. On identifie auprès de ces patients ceux qui sont tabagiques, ceux qui ont de l'hypertension, ce sont les infirmières qui vont prendre la pression artérielle pour les personnes hospitalisées, vous voyez, et qui détectent donc les problèmes. Ce sont elles qui font la bandelette urinaire pour voir parmi tous les patients que nous avons hospitalisés, ceux sur lesquels nous devons focaliser l'attention. Donc c'est à juste titre que la Fédération internationale a décidé cette année de dire qu'on vraiment on met en lumière le travail fait par les infirmières. Et je voudrais dire que nous avons accumulé une expertise paramédicale, donc infirmière en Guinée, suffisante pour y adosser un diplôme, qui est un diplôme conçu principalement pour les infirmières, qui est la licence diabète, nutrition, promotion de la santé, dans laquelle notre pays accueille des infirmières, mais également des médecins de 5 autres pays africains qui viennent s'inscrire à l'université de Gamal et qui ont un transfert de compétences qui sont réalisés à partir de l'expertise acquise en Guinée. Ce sont ces infirmières-là aussi qui s'occupent de nos enfants diabétiques, partout, dans toutes les unités de diabétologie. C'est elles qui assurent l'essentiel du suivi de ces enfants-là, qui détectent ceux qui ont un retard de croissance, qui détectent ceux qui ont des difficultés scolaires, qui détectent ceux qui ont des difficultés familiales et sociales, qui détectent les enfants qui ont des problèmes de stigmatisation, de rejet, que ce soit à l'école, en famille. Et d'ailleurs, cette année, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, nous avons eu dans la série des événements organisés la remise solennelle du manuscrit de témoignages de beaucoup d'enfants diabétiques guinéens qui ont voulu témoigner de leur vécu
vis-à-vis du diabète. Et avec l'Harmattan Guinée, nous envisageons effectivement de sortir le livre là à la fin de cette année. Donc tout ceci a été possible parce que le socle du travail médical, notamment dans les maladies chroniques, ce socle-là, c'est le personnel paramédical. Justement, on a le pourcentage ici, 59% du personnel de santé, ils font un travail remarquable, vous l'avez dit tout à l'heure, mais malgré cela, malgré leur productivité, est-ce que ces infirmiers, qu'est-ce qui les motive aujourd'hui, après cette journée, parce qu'ils ont une lourde responsabilité après les médecins, et vous l'avez énuméré, tout ce qu'ils font dans les structures de santé. Est-ce qu'après cette journée, vous allez mettre des mécanismes pour les motiver davantage, pour que ce qu'ils font pour les patients soit valorisé, parce qu'on ne reconnaît pas trop ce que font les infirmiers dans nos structures de santé? On n'en fait pas assez, ça c'est certain, mais comme je vous ai dit, nous avons pris le chemin. Un des moyens de valoriser le travail qui est fait, c'est de le reconnaître dans le cadre d'une mission spécifique. Et dans le cadre des maladies chroniques, le rôle des paramédicaux est reconnu de manière très spécifique. Ce rôle-là, qui est le rôle central de l'éducation, si vous dites que vous comparez, à titre d'exemple, un service de médecine générale et un service de diabétologie, une des différences, dans les deux services, on fait du soin pour le diabète. Dans le service de diabétologie, on fait de l'éducation. Et qu'est-ce qui fait cette éducation? Ce sont les infirmières. Et vous voyez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous essayons progressivement de les spécialiser. Parce qu'une manière aussi d'être reconnu, c'est d'être bien identifié dans son rôle, de sortir un peu du rôle. Et l'idée est progressivement de faire en sorte que, dans cette licence que nous avons mis en place, que les enseignants soient officiellement des paramédicaux, comme on l'observe ailleurs. Donc c'est un chemin, c'est un parcours à faire. Et de toute façon, Madame Sissoko, vous savez, il y a la reconnaissance institutionnelle, mais il y a la reconnaissance du patient. Les patients, eux, ils ne s'y trompent pas. Ils savent bien ceux qui sont là, à leur chevet, qui les écoutent. Et ces infirmières qui, au quotidien, rendent service à nos malades, petits comme grands, ont cette reconnaissance-là de la part des patients, c'est certain. C'est vrai, ils s'occupent des malades, des personnes potentielles à risque. C'est vrai, ils ont une lourde responsabilité, mais dans le même volet, professeur, on a parlé du rôle des infirmiers. Dans la journée, d'autres volets ont attiré notre attention, notamment ce qui a été fait à Conakry, dans le cadre de la journée mondiale du diabète, mais aussi avec vos partenaires, notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, EcoBank. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors, vous savez, l'idée générale, c'est qu'il y a trop peu de partenaires aujourd'hui qui s'intéressent aux maladies chroniques. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Si vous prenez les maladies non transmissibles qui regroupent un ensemble de maladies très importantes comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., ce grand programme du ministère de la Santé n'a pratiquement aucun partenaire financier qui vient là pour soutenir les activités du programme. En comparaison d'autres programmes qui ont toute une série de partenaires privés, publics, institutionnels, etc. Est-ce que cela vous aide dans le travail que... C'est une difficulté, parce que pour faire face à des maladies aussi importantes, il faut des ressources. Il faut des ressources importantes. Voilà pourquoi le ministère de la Santé a inscrit en lettres d'or le partenariat public-privé comme étant une des stratégies pour faire face à ces problèmes que posent le diabète et les maladies non transmissibles. Dans le cadre de ce partenariat public-privé, cette année, nous avons eu la chance que EcoBank s'intéresse à la Journée mondiale du diabète, pas qu'en Guinée, mais dans toute une série de pays dans lesquels cette banque panafricaine est présente. J'ai participé à des webinaires dans lesquels on a eu le témoignage d'autres pays, dans lesquels ils sont intervenus également. Et c'est heureux que la Guinée participe de ce mécanisme global-là. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu du renforcement de capacités de structures, on va dire, associatives. Je vous ai parlé du don qui a été fait au niveau de la fondation. Il y a eu un appui, un accompagnement au niveau
des activités de dépistage qui étaient programmées et nous en avons réalisé donc dans tout l'intérieur du pays. Et puis, ils ont également bien accepté et accompagné le souhait que nous avions de faire plus dans la communication digitale, plus dans la sensibilisation, plus dans la mobilisation sociale. Et ils nous ont permis de travailler avec une agence de communication avec laquelle les experts de diabétologie ont interagi pour concevoir un certain nombre de messages sur les choses qui nous semblaient préoccupantes. Une des premières choses, c'est attention, le diabète nous concerne tous et peut exister sans symptômes. La plupart du temps, comme vous le savez, quand vous nous invitez, vous nous demandez toujours, docteur, c'est quoi les signes du diabète? Tout à fait. Les signes du diabète, ce n'est pas de signes, justement. Dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, les gens n'ont aucun symptôme. Ils se sentent parfaitement bien. Et c'est ce qui conduit à ce que 75% des diabétiques dans notre pays ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc, nous avons fait une capsule vidéo pour expliquer cela et alerter. On sait aussi que le diabète, ça concerne tout le monde, notamment les femmes. Et au cours de la grossesse, à la fin de la grossesse, il y a une période de vulnérabilité particulière au diabète. C'est ce qu'on appelle le diabète de grossesse, le diabète gestationnel. Dans notre pays, c'est 15% des femmes qui sont concernées par cela. Or, la détection de ce diabète de grossesse ne se fait pas de manière courante. Dans nos structures périphériques, dans nos centres de santé, il n'y a pas de procédure de détection du diabète de grossesse. Ça conduit à des bébés qui sont un peu gros à la naissance, à des difficultés à l'accouchement, éventuellement à des césariennes, à des problèmes, comme vous avez vu, qui peuvent être... Voilà. Donc, la fin de la grossesse, c'est une période extrêmement propice au dépistage de ce que nous appelons le prédiabète. Pourquoi prédiabète? Parce qu'en principe, après la grossesse, le diabète va disparaître. Mais il va disparaître pour réapparaître quelques années plus tard si rien n'est fait. Et on a conçu une capsule vidéo avec une dame qui a été effectivement concernée par ce problème de diabète et grossesse. Et enfin, le diabète, c'est une maladie qui n'évolue pas seule. Les causes du diabète créent le diabète, mais peuvent créer à côté aussi l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé comme l'hypercholestérolémie, etc. Donc quand on soigne une personne diabétique, il ne faut pas rester le regard braqué uniquement sur le taux de sucre. Il faut regarder si la personne a de l'hypertension, si elle a du cholestérol, si elle fume, comme le disait tout à l'heure Madame Traoré. Il y a eu donc une vidéo qui a été conçue également où un patient témoigne sur le fait que, étant diabétique, il va également regarder s'il a de l'hypertension, s'il a du cholestérol, il pratique de l'activité physique. Donc voilà un certain nombre de messages que nous avons amenés qui vont pouvoir être utilisés tout au long de l'année, au-delà de la journée mondiale du diabète, et qui vont participer à cette prise de conscience collective. Madame Baldé, avant de poser cette question, moi je voudrais savoir, professeur, est-ce que cet accompagnement, c'est pour cette année, ou bien Ecobank va être avec la fondation, avec les maladies, les MNT alors, pendant longtemps? De ce que je sais, Ecobank, dans le groupe Ecobank s'est engagé sur 3 ans. L'année dernière, c'était sur les maladies cardiovasculaires. Cette année, c'est sur le diabète. Et l'année prochaine, ce sera un thème aussi qui a trait aux maladies toujours non dans transmissibles. Le cadre des MNT. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra poser la question à Ecobank. On aimerait bien les garder plus longtemps et avoir d'autres partenaires aussi. D'accord. Oui. Bien, professeur Navi, selon l'OMS, le diabète est l'une des causes de déficience visuelle et de cécité dans le monde, entre autres. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que désormais les maladies des yeux, au lieu d'être dans les maladies tropicales négligées, sont ramenées aux maladies non transmissibles. Exactement, oui. Donc, selon vous, dans le monde, c'est-à-dire les enjeux sont de taille. Oui. La société civile s'en mêle. Oui. Et se bat aux côtés de médecins pour apporter leur soutien. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Vous avez parfaitement raison. Vous avez participé sans doute à la validation récente du plan stratégique révisé de lutte contre les maladies non transmissibles.
ça date de moins de 2 semaines. Le ministère de la Santé, en réunion officielle, a examiné le document que nous avons produit et l'a validé. Dans le cadre de la validation de ce programme, effectivement, de ce plan stratégique qui court sur 5 ans, 2021-2024, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé nous a instruit d'ajouter la santé oculaire dans la liste des maladies non transmissibles, ce qui nous fait désormais 9 entités. Et c'est juste parce qu'en effet, le diabète, comme d'autres maladies comme l'hypertension, ont des répercussions majeures sur l'œil. Les personnes diabétiques sont susceptibles d'avoir leur rétine qui est abîmée. La rétine, c'est la membrane qui est au fond de l'œil qui permet de capter la lumière et la transmettre au cerveau. Donc cette rétine, qui est très fine, peut être abîmée. Les vaisseaux rétiniens peuvent être abîmés par le diabète de la même manière que le diabète abîme les gros vaisseaux qui vont au cerveau, au cœur ou aux pieds. Donc, voilà un des problèmes qu'il faut effectivement détecter. Deuxième problème, le diabète peut créer un excès de pression au niveau de l'œil. On appelle cela de l'hypertonie au niveau du globe oculaire. Troisième problème, le diabète fait en sorte que la cataracte, qui est quelque chose de très banal, devient plus fréquente. Donc on a 3 raisons de perte d'acuité visuelle, de perte de la vision chez les personnes diabétiques. Voilà pourquoi, de manière systématique, les diabétiques doivent aller 1 fois par an voir un ophtalmologue. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'ophtalmologues pour faire ces examens-là. Et là également, ça met en lumière le rôle des infirmières. Notre pays participe à un programme dans lequel les infirmières ont appris, avec un appareil, à faire la photographie du fond de l'œil, sans l'intervention de l'ophtalmologue. Et cette photographie peut être transmise à l'ophtalmologue ou interprétée par des moyens d'intelligence artificielle dont on a pu montrer que l'intelligence artificielle était capable de détecter sur la photo, de manière tout à fait comparable à un ophtalmologue, les problèmes de rétinopathie diabétique pour sélectionner parmi le lot des patients que nous recevons ceux qui ont besoin de soins spécifiques avec par exemple l'application de laser au niveau des yeux. Ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. C'est quelque chose qu'on peut prévenir, c'est quelque chose qu'on peut arrêter. Voilà pourquoi c'est très important de faire la consultation ophtalmologique chez toutes les personnes diabétiques. Malgré les efforts enregistrés, le chiffre reste quand même alarmant, professeur Nabi. Oui. Nos chiffres de personnes diabétiques progressent. Ça progresse en Guinée comme ça progresse dans d'autres pays et ça concerne vraiment tout le monde. Si vous regardez nos statistiques d'enfants diabétiques, nous sommes partis de 44 enfants diabétiques recensés dans nos services et suivis à la fin des années 90 à plus de 900 enfants connus et suivis à Conakry et dans toutes les unités régionales de diabétologie aujourd'hui. Pour les adultes, c'est le même problème. Et comme vous le disiez à l'entame de cette émission, vous savez que le diabète n'est pas préoccupant simplement que par lui-même. On sait que le diabète va être un facteur d'aggravation de toute une série d'autres maladies, parmi lesquelles les maladies infectieuses et notamment l'infection à la Covid. Vous savez que malheureusement, on retrouve en Guinée, ce qui est connu au niveau mondial, les personnes qui sont concernées par l'infection par la Covid, par le virus de la Covid, sont des personnes qui vont, lorsqu'elles sont diabétiques, lorsqu'elles ont un problème cardiovasculaire, lorsqu'elles ont un problème de maladie chronique, avoir une évolution plus défavorable. Alors, on va suivre le premier élément. La régie, si c'est prêt, on peut suivre ça et revenir sur le plateau. Le diabète est un véritable problème de santé publique dont l'impact est de plus en plus préoccupant en Guinée. Selon les enquêtes réalisées en 2009 par le ministère de la Santé, il touche plus de 130 000 personnes dans le pays. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète, quelques mesures sont envisagées pour soutenir les professionnels de santé dans la lutte contre cette maladie. Chers compatriotes, l'humanité célèbre samedi 14 novembre 2020 la Journée mondiale du diabète sous le thème « Diabète, les personnels infirmiers marquent la différence ». Chers concitoyens, face au défi de la qualification du personnel infirmier,
notre pays a mis en place une formation diplômante destinée prioritairement aux infirmières et infirmiers. Il s'agit de la licence diabète, nutrition et promotion de la santé qui accueille, en plus de nos compatriotes, d'autres soignants médecins et paramédicaux venus de 5 pays africains. Ces apprenants partagent l'expertise acquise par nos équipes, notamment dans la prise en charge du diabète de l'enfant. C'est ainsi que ce personnel prend toute sa part dans la chaîne de soins à Conakry, mais aussi dans tous nos hôpitaux régionaux. Pour informer et impliquer la population sur les moyens de prévention, de détection précoce et de prise en charge du diabète, plusieurs activités sont prévues par le ministère de la Santé dans les 5 communes de Conakry et à l'intérieur du pays. Les activités prévues pour cette année sont la sensibilisation de la population pour la prévention du diabète à travers une campagne de communication digitale dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et le calcul du score du risque cardiovasculaire pour informer nos compatriotes des mesures les plus appropriées de prévention à adopter au niveau des individus et de leurs familles. Je saisis cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et financiers, les associations de patients diabétiques et la Fondation de lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles pour les efforts inlassables déployés tous les jours dans la lutte contre le diabète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes vivant avec le diabète présentent un risque plus élevé de développer des formes graves de maladies à coronavirus en cas d'infection. Mais quels sont les facteurs de risque du diabète? Parmi les facteurs de risque du diabète, on peut citer le poids excessif, le manque d'exercice physique ou encore la présence d'antécédents familiaux de la maladie, c'est-à-dire des personnes parmi les parents, les ascendants qui ont eu la même maladie. Lorsqu'il n'est pas traité, le diabète peut entraîner des complications graves, notamment des insuffisances rénales, des accidents vasculaires, cérébraux ou cardiaques, et aussi des gangrènes, en particulier au niveau des membres, qui peuvent aller jusqu'à l'amputation et la perte de membres. Grâce à la volonté du gouvernement, le département de la santé a lancé cette année une vaste campagne d'achat et de distribution des médicaments en vue de lutter contre le diabète en Guinée. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Professeur, on a regardé l'élément, le ministre a parlé, le représentant de l'OMS a aussi fait passer quelques messages. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à cet élément? Justement, ça nous corrobore résume avec ce que vous avez dit. Exactement. Le là de la célébration est donné par les autorités et effectivement les autorités sont coordonnées pour passer les messages appropriés. C'est une journée de sensibilisation, c'est une journée de plaidoyer, c'est une journée de mobilisation sociale autour du diabète et effectivement Monsieur le ministre a relaté les activités qui ont été réalisées et appelé à ce que plus de partenaires soutiennent les efforts de lutte contre le diabète et monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a également rappelé les facteurs de risque de la maladie, les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, les éléments personnels et rappelé le fait que c'est une maladie qu'on peut parfaitement contrôler et que malheureusement, si la maladie n'est pas maîtrisée de manière suffisante, on s'expose à un certain nombre de complications, parmi lesquelles effectivement les risques d'amputation, d'accidents vasculaires, de crise cardiaque. Le diabète, c'est une maladie qui touche en fait tous les systèmes. Et donc, c'est très très important de faire en sorte de prévenir la maladie autant que possible. Et quand on a la maladie, de faire en sorte de la stabiliser, ce qui est à portée de la majorité des patients sans trop de difficultés. Très bien. Madame Baldé, vous avez une autre question? Oui, merci Madame Sissoko.
Professeur Nabi, je disais tantôt que j'ai oublié une casquette. Ah. C'est vrai que vous êtes le vice-président de la Fédération internationale du diabète. Donc, voilà. Oui, je suis un des vice-présidents. Vous avez bien fait de rajouter cela. Oui. Oui, donc, professeur Nabi, comme je disais tout à l'heure, au sortir d'Astana, couverture santé universelle, qu'est-ce qui est fait au niveau de votre service à Conakry et à l'intérieur du pays pour l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle? Alors, à notre niveau, pas grand-chose, parce que malheureusement, ces décisions-là se prennent à un niveau beaucoup plus élevé. Mais ce qu'on peut partager, c'est ce qu'on observe au quotidien en tant que praticien avec nos patients. Ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre de pathologies qui sont mieux prises en charge, mieux couvertes, mieux objet de la solidarité collective que le diabète. Lorsqu'une personne est diabétique aujourd'hui, que ce soit le côté diagnostic, côté prise en charge, etc., tout est à la charge de la personne. Alors que c'est une maladie coûteuse qui va durer toute la vie. Notre pays s'est engagé, comme d'autres pays, à faire en sorte que les personnes diabétiques et les personnes qui ont les maladies non transmissibles en général ne soient pas exclues de ce mouvement de couverture sanitaire universelle. Vous avez rappelé tout à l'heure que je suis vice-président de la Fédération internationale du diabète, après avoir été président de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique. Et j'ai pu observer donc au cours de mes mandats et actuellement qu'il y a un certain nombre de pays qui, en progressant sur la voie de cette couverture sanitaire universelle, ont tendance à exclure les maladies chroniques comme le diabète, ce qui est une grave erreur. Parce que ces maladies pèsent de tout leur poids sur la santé des personnes, sur les finances des communautés et des pays. C'est une maladie dont on a calculé, il y a plusieurs études qui ont été publiées sur ce plan-là, dont on a calculé que si on ne la prend pas à bras le corps en termes de prévention et de prise en charge, les conséquences financières des complications qui ont été décrites tantôt par le représentant de l'OMS coûtent au produit intérieur brut du pays, ralentissent la croissance du pays. Donc ce sont des maladies qu'il faut impérativement garder dans ce panier-là. Le ministère de la Santé a commencé à faire des efforts dans ce sens-là. Pour la première fois cette année, nous avons reçu des médicaments pour les maladies non transmissibles, dans lesquels il y avait des médicaments pour le diabète, notamment la metformine et l'insuline, qui ont été, grâce aux efforts du gouvernement, distribués à titre gratuit aux patients. Mais il est certain qu'il faut inscrire tout cela dans le long terme, le pérenniser, l'amplifier et faire en sorte que ce soit dans un mécanisme global dans lequel la solidarité couvre ces pathologies-là. Comme vous le pouvez l'imaginer, il ne sert pas à grand-chose de soigner aujourd'hui, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, une personne qui a le VIH par exemple, pour que cette personne se retrouve malade du diabète et meure du diabète. On sait de manière certaine que le VIH, grâce à tous les efforts coordonnés des différents partenaires, est devenu une maladie chronique. Ce n'est plus une maladie qui tue de manière aiguë. Malheureusement, ce qu'on observe, y compris en Guinée, c'est que les personnes qui sont soignées de VIH, pour certaines, à cause même des traitements qui sont mis en œuvre, développent du diabète. Or, cette part de leur maladie n'est pas couverte. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la segmentation, dans la fragmentation de la santé. Une personne, on doit l'aborder dans sa santé globale. On ne peut pas la soigner d'un côté et laisser certains autres aspects. Voilà pourquoi nous travaillons aujourd'hui à intégrer dans les différents programmes de santé le dépistage du diabète. Dépistage du diabète vis-à-vis des femmes, notamment dans les programmes de santé maternelle et infantile. Dépistage du diabète chez les enfants. Nous perdons beaucoup trop d'enfants juste parce qu'on n'a pas pu poser le diagnostic du diabète et apporter la réponse en termes d'injection d'insuline qui sauverait la vie à ces enfants-là. Or, ces enfants sont absolument normaux par ailleurs.
ils n'ont absolument aucun handicap. Ce sont des enfants qui ont toute leur tête, qui ont leurs jambes, qui ont le droit de rêver et d'avoir une vie normale. Et le traitement mensuel d'un enfant qui a besoin d'insuline, c'est de l'ordre de quelques dollars. Un flacon d'insuline, c'est $3. Donc vous voyez que ce sont des choses accessibles. Donc la stratégie, c'est d'intégrer la prise en compte du diabète dans toute une série de programmes phares de santé dans lesquels les programmes qui concernent les femmes, les programmes qui concernent les enfants, les programmes qui concernent le paludisme. Aujourd'hui, tout le monde se plaint que on est très rapide à mettre des perfusions de glucosé, de sérum glucosé, sans tester la glycémie des patients. Il faut le faire, même si une fois qu'on a détecté le diabète, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et j'insiste sur ce point, nous travaillons beaucoup avec la direction de la santé communautaire, parce que le diabète, évidemment, c'est une maladie éminemment communautaire, et c'est très important d'intégrer dans les activités qui sont données aux agents de santé communautaire, les activités de détection du diabète, c'est parfaitement réalisable. Nos patients et leurs familles ont entre les mains des lecteurs de glycémie. Ils peuvent parfaitement, et c'est un jeu d'enfant, faire une goutte de sang pour regarder si la personne est diabétique ou à risque de diabète. Et ces mêmes agents peuvent nous aider aussi dans les activités de surveillance des personnes diabétiques au sein de la communauté. Donc vous avez raison, c'est une démarche globale. C'est une réflexion à un niveau plus élevé que le niveau dans lequel nous sommes, mais nous sommes aussi dans notre rôle d'alerte, d'information, de sensibilisation des décideurs pour dire attention, ne laissons pas sur le côté de la route ces maladies chroniques. Ces maladies chroniques pèsent un poids très lourd, économique et social, au sein de notre pays. On va regarder encore quelques extraits que vous allez commenter en même temps que Madame Traoré. Si les extraits sont prêts, la régie, on peut commencer par le premier. Dans notre pays, 3 personnes diabétiques sur 4 ignorent qu'elles sont porteuses de la maladie. Ceci arrive parce que le diabète peut exister sans symptômes. La personne se sent parfaitement bien alors que la maladie est là. D'où l'intérêt de réaliser un dépistage. Ce dépistage est d'autant plus utile que la personne est porteuse d'un facteur de risque. Ces facteurs de risque sont le fait d'avoir une personne diabétique dans la famille, le fait de prendre de l'âge au-delà de 40-50 ans, de manquer d'activité physique, de prendre du poids récemment et le fait d'avoir une hypertension. Si vous avez un de ces facteurs de risque, rendez-vous dans un centre de santé pour regarder si vous êtes porteur du diabète. Les médecins détecteront parallèlement les maladies qui vont avec le diabète, notamment l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, ce qui permettra de les prendre en charge à temps et préserver votre santé. Ceci est un message du Programme national de lutte contre les MNT et de la Fondation Diabète MNT avec l'appui d'Ecobank Guinée. Pour plus d'informations, visitez le site diabèteguinée.org. Professeur, on vient de voir le premier élément qui parle des préventions. Oui. Au niveau des personnes prédisposées et déjà qui sont atteintes de la maladie, et rapidement. Donc effectivement, il y a de la prévention, il y a des éléments de prévention primaire là-dedans, c'est-à-dire pour empêcher de devenir diabétique, pratique de l'activité physique, surveiller son alimentation, ne pas prendre du poids. Il y a des éléments de prévention secondaires. Une fois qu'on est diabétique, il faut éviter d'avoir des complications. Et donc, comment faire? Il faut bien sûr regarder le diabète, mais penser à l'hypertension, au cholestérol, au tabac, pour prévenir les complications qui, elles, sont vraiment très très coûteuses et diminuent de manière très importante la qualité de vie. On va suivre encore donc le deuxième élément, ça, on va revenir après sur le plateau. Durant le deuxième trimestre de ma grossesse, j'ai constaté certains malaises, tels que les maux de tête,
intense, la fatigue inhabituelle. L'urine aussi était fréquente. Mon gynécologue m'a recommandé chez un spécialiste pour contrôler mon taux de glycémie. J'ai rendu compte que la glycémie a un peu monté. Il s'agissait d'un diabète gestationnel. Le médecin m'a conseillé de suivre une alimentation saine, de pratiquer régulièrement du sport et accompagné par une prise de médicaments. Depuis là, je me porte bien, le bébé aussi se porte bien. Ceci est un message du Programme national de lutte contre les MNT et de la Fondation Diabète MNT avec l'appui d'Ecobank Guinée. Pour plus d'informations, visitez le site diabèteguinée.org. Encore notre élément de reportage, l'extrait de témoignage plutôt. Madame Buntorabi Traoré, cette fois-ci, ça concerne les femmes en grossesse. Oui. Bon, comme ce que je viens d'écouter tout de suite à la télévision, la glycémie, sur toutes les femmes, on doit réaliser. Toutes les femmes qui viennent enceintes, dans les centres de santé, partout, dans les CMC, il faudra réaliser, voir la glycémie. Si cette dame, malheureusement, elle développe un diabète gestationnel, c'est des cas qu'il faut traiter. Il faut les mettre sous insuline, il faut les expliquer, par exemple, le régime. Cette dame, elle doit avoir une glycémie à jeun, moins de 1 gramme à jeun. Si c'est un diabète gestationnel. Maintenant, elle doit avoir une glycémie 1,20 g par décilitre après 2 heures du repas. Et cette dame qui va être apportée maintenant par son grossesse, elle doit avoir un régime. Là, elle doit manger les légumes à volonté. Elle doit avoir aussi 1 à 2 portions de fruits par jour. Et elle doit avoir obligatoirement, ça sera un cas particulier, elle doit avoir des glycémies avant les repas et chaque 2 heures après les repas, c'est-à-dire à peu près 6 à 8 glycémies par jour. Et si possible, avec l'évolution de la grossesse, des collations aux besoins. Parce que là, si une fois que la grossesse est évoluée, il faudra éviter pour les cas d'hypoglycémie c'est la femme en grossesse et surtout le niveau-né qui va être là après. D'accord. Et au fil du temps, il y a son traitement, il y a le régime. Elle doit avoir naturellement les produits laitiers dans son alimentation. Tout ça, c'est pour le nouveau-né qui va être là avec le temps, qui va être né dans de bonnes conditions pour son suivi en général. Très bien. Alors, on va suivre l'autre extrait et puis on va laisser les téléspectateurs vous poser des questions, professeur Nabi. Si le dernier élément est prêt, on peut suivre. Je m'appelle Elhaj Abdoulaye Dramé. Je suis né en 1948. En plus du diabète, je souffre de l'hypertension, de la gastrite et de l'arthrose lombaire et dorsale. Je me suis procuré d'un glucomètre et d'un tensiomètre qui me permettent de contrôler chaque matin ma glycémie et ma tension. Je prends régulièrement les produits concernant le diabète et la tension. Et en plus de cela, chaque matin, je fais une activité physique qui concerne la marche. Et je suis régulièrement le régime alimentaire que mes médecins me prescrivent. Ceci est un message du Programme national de lutte contre les MNT et de la Fondation Diabète MNT avec l'appui d'Ecobank Guinée. Pour plus d'informations, visitez le site diabèteguinée.org. Retour sur le plateau, c'était donc notre dernier élément. Ça, c'est les diabétiques multiples cibles de professeur Nabi. Rapidement, oui. Votre lecture. Effectivement, vous voyez comme témoigne Monsieur Dramé, cette personne a le diabète
l'hypertension et d'autres problèmes de santé. L'arthrose, Et elle explique très très bien qu'elle surveille elle-même, grâce aux compétences transmises par les infirmières. Oui. Elle est capable de surveiller son taux de sucre, elle est capable de surveiller son niveau de pression artérielle. Elle sait, elle est bien informée sur les aliments qu'il faut manger, sur comment prendre les médicaments et comment pratiquer de l'exercice physique. Avec ça, il n'y a aucun risque d'avoir des complications dans le futur. C'est une personne qui va vivre normalement et qui n'aura pas de soucis du fait du diabète. D'accord. Bel exemple. Très bien. Je crois que c'était le dernier extrait, le dernier élément. Je crois que le numéro également est affiché bas de l'écran, le 620 58 90 73, pour permettre à ceux qui suivent cette émission de poser des questions à nos différents invités, professeur Nabi Moussa Baldé et Mme Boutrabi Traoré, qui sont donc nos deux invités respectifs sur ce plateau. Et il faut le dire, Mme Baldé l'a déjà dit, c'est l'une des premières vagues des infirmières qui ont été spécialisées dans le service de diabéto. Donc, bienvenue à vous une fois encore. Merci beaucoup. Et, professeur, on va continuer d'ici que les gens nous appellent, on va continuer à sensibiliser et puis à nous parler. Si vous permettez, je voudrais commenter un tout petit peu sur... le dernier élément. Non, l'avant-dernier. La dame qui a eu du diabète de grossesse. Le diabète de grossesse, c'est une occasion formidable de prévention. Parce que c'est un diabète qui va apparaître à la fin de la grossesse et qui va disparaître à l'accouchement. Donc, les personnes qui ont la chance de faire du dépistage du diabète, si on trouve du diabète pendant la grossesse, ça signifie que cette personne est vulnérable au diabète dans le futur. Et donc, cette personne pourra bénéficier des conseils des médecins pour éviter la survenue du diabète dans le futur. Voilà pourquoi c'est si important aussi de détecter ce diabète-là. Madame Traoré l'a signalé aussi, ce sont des personnes pour lesquelles on a besoin d'avoir un accouchement réalisé dans une structure hospitalière parce que le bébé pourrait avoir besoin de soutien médical. Oui. Alors, on va prendre ce... Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Amadou Diallo, c'est Pikontia. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Donc, je voudrais poser une question au docteur, quoi. Allez-y. C'est-à-dire, comme il a dit, il y a des gens qui n'ont pas de signes, mais qui ont le diabète. Oui. Maintenant, où se trouve le dépistage pour les personnes qui désirent le faire? D'accord. Professeur. Alors, le dépistage, monsieur Diallo, vous pouvez le faire dans toutes les structures sanitaires où ils ont les petits appareils là qui permettent de contrôler le taux de sucre. Il y a même des pharmacies aujourd'hui qui ont ces petits appareils là. On vous pique au bout du doigt et on met la goutte de sang sur l'appareil et en 1 minute, on vous répond. Si vous avez un doute, alors vous pouvez vous rendre à l'hôpital Donka où il y a le service de diabétologie et vous serez reçu par un médecin. Nous avons des consultations tous les jours, du lundi au samedi. À n'importe quelle heure, on peut vous recevoir pour en 1 minute vous faire le contrôle du diabète. Mais sur le reste du pays, nous avons des unités de diabétologie dans tous les hôpitaux régionaux. Vous pouvez vous rendre dans ces unités de diabétologie et avoir les tests. Évidemment, vous avez les laboratoires de biologie médicale qui sont absolument aptes à faire ce dépistage également. L'essentiel, c'est d'y penser. Il ne faut pas dire « je n'ai pas de symptômes, alors je ne suis pas diabétique ». Ceci n'est pas vrai. Alors, dans votre reportage, professeur, je reviens dessus, vous avez même dit à un certain âge, 45-50 ans. Oui. Est-ce qu'à cet âge-là, on peut se prémunir de cet appareil-là pour faire sa propre consultation? Il ne faut peut-être pas acheter l'appareil soi-même puisqu'il coûte cher, mais il faut l'intégrer dans les choses qu'on vérifie en prenant de l'âge. D'accord. Oui. C'est vraiment très rapide, c'est à la portée de tout le monde maintenant. Très bien. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Mais éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. D'accord, excusez-moi. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Vous allez bien? Très bien.
Votre question, s'il vous plaît. Une question là au médecin. Allez-y. C'est Kamara Mafoudia. Oui, Madame Kamara, nous vous écoutons. Voilà. C'était lui demander quels sont les symptômes qu'on peut sentir sur la personne directement lui disent qu'il est diabétique. D'accord. Ben, on va revenir sur les questions qu'on a l'habitude de poser. Hein. On veut bien répondre. Allez-y. Madame Kamara, première chose, on peut être diabétique et c'est l'immense majorité des cas. Les cas les plus fréquents de diabète n'ont aucun symptôme, aucun, rien. Quand le taux de sucre monte beaucoup, c'est quand ça dépasse 2 grammes, 2 grammes 50, alors que la normale est à 1 gramme. Donc vous voyez, quand on a doublé, dépassé plus de 2 fois la normale, alors on peut commencer à uriner beaucoup, se lever la nuit 3-4 fois pour aller uriner, de grandes quantités d'urine, et on a soif, on boit beaucoup. Lorsqu'on urine beaucoup et qu'on boit beaucoup, les médecins, dans la liste des maladies auxquelles ils pensent, il y a le diabète. Donc ils peuvent penser au diabète. Lorsqu'on est fatigué aussi et qu'on a perdu du poids, mais n'attendez pas ces symptômes. C'est ça le sens général de la mobilisation que nous faisons cette année. C'est de dire, n'attendez pas d'avoir des symptômes pour aller regarder si vous êtes diabétique. Si vous ne vous sentez pas bien, et même si vous vous sentez bien, si dans la famille, il y a une personne diabétique, si vous avez pris du poids, si vous avez de l'hypertension, si vous ne faites pas beaucoup d'activité physique, si vous fumez, alors rendez-vous dans un centre de santé, dans une structure sanitaire, pour leur dire, s'il vous plaît docteur, s'il vous plaît madame l'infirmière, contrôlez-moi mon taux de sucre, je voudrais savoir quel est mon statut. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Kamara Cheikh, je vous appelle depuis Taouya. Oui, nous vous écoutons monsieur Kamara. En fait, moi j'ai 2 questions. Allez-y. Je voudrais savoir, est-ce que le diabète il est héréditaire? Et est-ce qu'un nouveau-né peut être atteint de cette maladie? Très bien. Alors, je commence par la deuxième question. Est-ce qu'un nouveau-né peut être atteint par la maladie? La réponse est oui. Le plus jeune enfant diabétique que nous avons en Guinée avait quelques mois lorsque le diabète a été diagnostiqué, et c'était à l'intérieur du pays par un médecin qui avait juste l'appareil qu'il faut, qui a regardé les symptômes de l'enfant et qui a fait le test, ce qui a permis de sauver cet enfant-là. Donc le diabète, je répète, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour être protégé du diabète. Deuxième question, est-ce que le diabète est une maladie héréditaire? La réponse est oui, en partie. Oui. Le oui ne signifie pas que si on a un père ou une mère diabétique ou une tante, un oncle diabétique ou un cousin diabétique, alors c'est automatique, obligatoire qu'on va avoir la maladie. Non. Le oui signifie que si on a quelqu'un de diabétique dans sa famille, alors on n'a plus de risque d'avoir la maladie que quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout de diabétique dans sa famille. Lorsqu'on a une personne diabétique dans sa propre famille, on doit plus faire attention. Comment? En pratiquant plus de l'activité physique, en refusant de commencer à fumer et en surveillant son poids pour ne pas être obèse. D'accord. Allô? 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 Oui, ces questions d'hérédité, là, c'est toujours des questions qui reviennent qui très sont souvent. très délicates. Allô? 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 Ben, il y en a qui nous appellent et qui se mettent à parler. C'est pas intéressant. On veut des gens qui veulent poser des questions pour que les spécialistes répondent. Allô? Allô? Allô?
Allô, oui, bonsoir madame. Tarama Tchele. Vous avez une question? D'accord. Il y a fait la question de poser. On va poser, Jonah. D'accord. Alors, oui. Elle aussi demande conduite à tenir. De conduite à tenir. Oui, oui. Alors, quand on a le diabète, première chose, il faut voir un médecin ou une infirmière qui connaît la maladie, qui va vous donner les conseils sur comment vivre avec la maladie. C'est ça le plus important, parce qu'il va falloir apprendre à gérer la maladie tout seul. Donc ces conseils-là, que nous on appelle l'éducation thérapeutique, c'est vraiment une part essentielle de la prise en charge. Nos soins échouent parce que nos patients, au début de la maladie, n'ont pas pris conscience qu'ils étaient des acteurs à part entière de leur santé. Ils s'attendent, comme dans le paludisme, à recevoir une ordonnance et à dire, bon, je prends le médicament et je ne m'occupe plus de rien. Non. Dans le cas des maladies chroniques, il faut comprendre la maladie, comprendre comment elle fonctionne, et ajouter à cela effectivement l'accès aux médicaments. Alors, il y a d'autres appels, mais le temps est parti. Madame Baldi est arrivée à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot juste pour dire au revoir à ces aimables téléspectateurs qui regardent cette émission spéciale? Voilà, je remercie ces téléspectateurs qui nous regardent vraiment pour leur attention. Marie Sidibé, Madame Sissoko, je te remercie encore une fois de m'avoir invité pour co-animer ton émission. Merci. Je te félicite parce qu'il n'est pas évident, je sais de quoi je parle, de produire régulièrement. Or, je remarque que tu produis régulièrement tes émissions. Merci. Et ça, tu es à féliciter. D'accord, merci beaucoup. Je remercie nos invités, le professeur Nabi Moussa Baldé, Madame Buntourabi Traoré. Je remercie ces soldats de l'ombre, sans lesquels on ne peut pas réaliser nos émissions. Merci à eux, c'est eux qui enregistrent, c'est eux qui vont enlever nos erreurs, c'est eux qui font tout. Merci à vous. Et merci encore une fois. Alors, avant de vous dire au revoir, le premier, la journée mondiale du VIH, juste une annonce pour vous, sera célébrée le mardi 1er décembre 2020. Et alors, c'est une occasion pour nous, animateurs, animatrices de l'émission Santé, pour célébrer ici à notre manière, mode RTG Coloma, pour célébrer avec vous la journée. Je rappelle également le 6 décembre 2020, notre invité, Dr C.C. Jean Benemo, sera là pour parler le naturopathe, c'est lui. Il sera là avec nous pour nous dire qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir de la paix, de l'énergie, et qu'est-ce qu'il faut éviter dans le menu. Donc le programme est là. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler d'autres thèmes dans cette émission. Merci à l'équipe technique. Comme l'a dit Madame Baldi qui concocte et qui réalise cette émission, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, n'oubliez pas les gestes barrières. Lavez les mains. Portez les masques tout de suite. Voilà, et puis et respectez les distanciations sociales. Le virus est là, il circule toujours parmi nous. C'était tout. On se dit au revoir et merci. Prenez soin de vous, de votre alimentation, de votre environnement. Moins sucré, moins salé, moins gras. N'est-ce pas, professeur Nabi? Parfait. Rien à ajouter. Merci beaucoup, Madame Sissoko. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir partagé ce plateau avec nous. Oui.
RTG. Notre unité, notre premier atout.